Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence ce matin. Donc, nous allons parler au cours de cette table ronde des revers, on va dire de la compétition, des dérives de la compétition de haut niveau. Et je vais commencer par vous présenter nos trois intervenants qui ont eu la gentillesse, qui nous ont fait l'honneur de venir ce matin. Donc, à ma droite, vous avez Patrick Roux. Alors, un palmarès élogieux que je vais rappeler quand même. Champion d'Europe de judo en 85, troisième des championnats du monde à Essen en 88, cinquième au championnat olympique de Séoul. Mais ce n'est pas qu'un beau palmarès. En effet, il va devenir par la suite entraîneur national, puis international pour la Fédération française de judo. Et il va s'investir, il est toujours, dans la formation des professeurs et des entraîneurs, ainsi que dans la recherche pédagogique. À ses côtés, Karine Repérant, psychologue spécialisée dans le sport, reconnue dans son milieu, et tous deux, ils ont publié l'ouvrage dont ils vont vous parler, qui va bientôt s'afficher, Le revers de nos médailles. À ma gauche, je n'ai plus à faire la présentation, mais quand même, Franck Picard, notre premier champion olympique de Super G, médaillé également de bronze en descente à Calgary en 88 et médaillé d'argent en 92 à Albertville. Et bien connu du Salon du Livre de Montagne parce qu'il nous fait le plaisir de venir très souvent pour dédicacer ses livres sur l'évolution du ski. Alors, nous allons commencer. Voilà. Le livre est affiché. Alors, je voudrais demander à Patrick Roux, si son micro marche bien, pourquoi cet ouvrage? Pourquoi d'abord ce titre et pourquoi cet ouvrage? Bonjour. Non. Bonjour et merci de nous accueillir. Merci Marie-Christine pour cette initiative. Comme ça vient d'être dit, moi, ma famille sportive d'origine, c'était le judo. Plus largement, les sports de combat. Le titre de ce livre, en fait, je pense qu'il aurait pu être différent s'il avait été écrit, par exemple, en 2026. Pour quelle raison? Eh bien parce que entre 2023, avril 2023, date à laquelle il a été publié, et aujourd'hui, je pense que la thématique dont on va parler ce matin, c'est-à-dire les violences de toute nature dans le monde du sport, sont devenues un véritable phénomène de société. Ce qui n'est pas, ce n'est pas réjouissant, mais en même temps, ça montre peut-être que les lignes bougent et que, à travers la libération de la parole des victimes et aussi le travail des associations, on arrive à repousser en fait les freins, les murs, une forme d'omerta et de silence institutionnel qui rend ce travail très complexe. Alors pour essayer de répondre quand même à la question, moi j'ai été au contact pour la première fois dans ma vie avec la question des violences dans le sport au début des années 2000. À cette époque-là, j'étais cadre technique national de ma fédération, très passionné par mon métier qui consistait à former les éducateurs sportifs, les entraîneurs, à faire un travail essentiellement de recherche technique et pédagogique. Et donc, quand on est dans ce tuyau-là, on est guidé par sa passion, on passe beaucoup de temps sur le terrain. Et donc un jour, deux jeunes personnes sont venues me parler des châtiments corporels, des humiliations, des insultes à caractère sexuel, homophobe et j'en passe, qu'elles subissaient dans leur sport-études, qu'on appelle Pôle Espoir désormais. Et donc moi, je n'étais pas du tout formé à ces questions-là, je n'en avais jamais entendu parler, surtout je ne savais pas du tout comment je devais réagir face à ces informations.
Donc, comme à l'époque j'étais en confiance avec la direction de ma fédération, je me suis naturellement tourné vers le président et la direction technique nationale et j'ai expliqué ce qui se passait. Et en fait, à ce moment-là, au lieu que cela déclenche, comme ça aurait dû, une sorte d'enquête interne ou quelque chose de cette nature, ça s'est retourné contre moi. Et donc, en fait, on m'a reproché, en quelque sorte, si vous voulez, de, entre guillemets, dit poliment, fouiller la mer. C'est les mots qui ont été, je cite. Donc, comme comme, comme cette histoire ne prenait pas le chemin que j'avais escompté et qu'on me demandait de me taire, je me suis souvenu qu'au judo, on apprenait aussi des valeurs, un comportement qui n'était pas du tout celui que me suggérait la direction de la fédération. Donc je n'ai pas lâché l'affaire. Et donc pendant 2 années, j'ai essayé de porter le sujet jusqu'à organiser d'ailleurs une rencontre entre le président de l'époque et l'une des victimes. Et donc ça m'a valu, in fine, de devoir quitter mon travail et la fédération. Donc suite à ça, je suis parti travailler 13 ans à l'étranger. Et en fait, c'est au moment des révélations de la patineuse Sarah Abitbol que toutes ces histoires sont ressorties, mais là dans un contexte, comme je l'imaginais, totalement différent. Puisque tout à coup, c'est le ministère des Sports qui s'était engagé derrière les athlètes qui prenaient la parole. Et donc nous, très très rapidement, là cette fois-ci, on a pu réunir une très très grande quantité de témoignages. J'ai écrit à la ministre pour lui expliquer ce qui se passait, qui m'a répondu dans la semaine en disant il faut absolument faire ce travail, faites-nous remonter toutes vos informations parce que sinon nous, depuis l'antenne nationale Signal Sport, on ne peut rien faire, on ne peut avancer que grâce à la parole des victimes et grâce aux témoignages. Donc si vous voulez, là ça a été comme une réaction en chaîne, on a complètement changé de statut et on a réussi à inverser le rapport de force, alors qu'à l'époque on était fin 2020, dans ce groupe citoyen, ce n'était pas encore l'association, l'association a été créée 1 an après, il y avait des éducateurs sportifs, psychologues, kinésithérapeutes, enfin plein de gens dont le métier, si vous voulez, était fortement relié au monde du sport. Et donc tous ces gens, évidemment, étaient quand même très angoissés en faisant ce travail parce qu'ils se disaient si la fédération apprend ce que nous sommes en train de faire, on va perdre notre travail. Ce qui s'était déjà produit pour certains par le passé. Voilà. Donc ça a été un moment particulier. Et après avoir véhiculé un très grand nombre de signalements, dans un premier temps une vingtaine ou une trentaine, et puis ensuite un deuxième flot, aujourd'hui on a passé la barre des 100, ce qui représente la première année, je crois qu'on a dû faire entre 80 et 100 heures d'entretien. Aujourd'hui on est à plus de 500 heures d'entretien. Alors quand je dis les entretiens, c'est autant les victimes qui ont subi absolument toute la litanie des horreurs, toute la liste des horreurs que vous pouvez imaginer et lire dans les journaux, dans les différentes affaires, mais aussi des éducateurs sportifs, des entraîneurs, des cadres techniques, parfois des anciens responsables, dirigeants, élus des fédérations. Par exemple, on a 2 vice-présidents, secrétaires généraux de leurs fédérations respectives, qui nous ont raconté comment étaient traités ces sujets, pas ces derniers temps, les 40 dernières années, si vous voulez, dans leur fédération. Donc de cette façon-là, on a appris par exemple que face à des informations de pédophilie avérées, qui étaient très très connues dans leurs instances sportives, eh bien en général, on leur recommandait que surtout, ça ne sorte pas dans les journaux. C'était ça la priorité. Et ensuite, la plupart du temps, c'était réglé par 2-3 personnes les plus importantes et les plus autorisées de l'exécutif. Et puis ça faisait une toute petite ligne en tout petit caractère dans le PV de la réunion suivante du comité directeur. Et en fait, ce que nous expliquaient ces gens,
c'est que c'est ce qui s'est produit, on va dire, des années 70-80 jusqu'à à peu près aujourd'hui. Voilà. Donc, après avoir véhiculé un très grand nombre de signalements vers le ministère des Sports et parfois les parquets, on a eu une petite phase un peu de soulagement en se disant job done, ça va aller mieux, etc. Et puis en fait, pas du tout. C'est-à-dire que post-signalement, on n'avait aucun retour d'information. Et pour les victimes, c'est très très difficile parce que parfois, elles ont l'impression que enfin leur vérité va être reconnue, que peut-être il y aura des procédures, des sanctions. Enfin, elles s'imaginent tout un tas de choses qui vont changer. Et puis en fait, on les laisse comme ça pendant de longs mois sans aucun retour d'information. Et même nous, à titre associatif, aujourd'hui on travaille aussi avec des juristes et des avocats dans l'association, on écrivait pour essayer de savoir où ça en était, mais on ne nous répond pas. Donc si vous voulez, c'est un peu comme une sorte de double peine. Quand la victime, après avoir eu le courage de révéler ce qui lui était arrivé, ce qui déclenche parfois des traumatismes supplémentaires, se trouve comme ça dans une sorte de no man's land de procédure administrative ou juridique et qu'elle n'arrive pas à savoir où en est son affaire. Et aussi, il faut ajouter que parfois, c'est arrivé à plusieurs reprises, les personnes ou la personne mise en cause, donc l'agresseur présumé, apprenait, comprenait qu'il avait été signalé par la personne. Et on a eu des situations où l'agresseur est allé menacer la personne ou bien la croiser dans une compétition ou un événement sportif quelques semaines après en lui disant « Tu vois, tu ne peux rien contre moi ». Voilà, ça c'est aussi des situations que nous avons vécues. Et donc c'est à ce moment-là que, donc à partir de 2022, on s'est dit, comme on voit bien la complexité administrative des procédures, vous le revivez aujourd'hui tous les jours dans les actualités avec le garde des Sceaux qui vient d'expliquer que plus de 4000 dossiers fantômes avaient été retrouvés dans les parquets. Face à cette situation qui est finalement la même pour ce qu'on appelle la police administrative, c'est-à-dire les signalements qu'on envoie et qui sont gérés par les préfectures, on s'est dit finalement la seule chance d'être sûr que notre histoire, qu'il reste quelque chose de notre histoire, c'est de l'écrire. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a démarré ce projet, Le revers de nos médailles, et qu'on a écrit ce livre en se disant, de toute façon on le doit aux victimes, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les victimes, la plupart du temps, ce qui les tient debout, vous savez, des fois on les appelle les survivants ou les survivantes. Ce qui les tient debout, c'est avant tout ce combat pour qu'on reconnaisse leur vérité. C'est assez surprenant, ça peut être, c'est très compréhensible, mais parfois c'est très impressionnant. C'est pas nécessairement les sanctions envers les agresseurs qui motivent en premier les anciennes victimes. Mais par contre, qu'on reconnaisse qu'elles ont vécu et surtout que, d'une certaine manière, elles soient réhabilitées dans la communauté sociale dans laquelle elles ont vécu. Ce qui ne se produit pas toujours, puisque en fait, comme on peut le voir dans différents mondes, lorsqu'une personne parle, on en est encore là, souvent on lui fait le reproche de salir sa famille. On lui dit, mais en fait, tu es en train de cracher dans la soupe, tu es en train de raconter des histoires, tu fais ça parce que tu as des intentions cachées, etc. Vous voyez? Donc nous, à titre associatif, on essaye d'accompagner les victimes et de rester en contact le plus longtemps possible avec elles. Et donc là, on se rend bien compte que c'est une question de survie pour les victimes, en fait, qu'on reconnaisse leur vérité et qu'on les réhabilite. Bonjour, merci. Je vais essayer de faire court. Et si je fais pas court, je vais parler plus fort, pardon. Donc moi je suis Karine Révérend, je suis psychologue du sport et j'ai travaillé, alors j'ai fait mes études avec un diplôme donc spécialisé dans le sport où
c'était pas encore quand il y avait les coachs sportifs. Donc ce qu'on travaillait, c'était la protection mentale du sportif au départ. Et on était surtout axé sur le dopage dans les années 2000, vers Messina, tout ça. Et moi, j'étais spécialiste du traumatisme, donc j'ai fait des DU de victimologie. Et j'ai été faire des stages, donc dans des fédés. Et en sortant avec mon diplôme, j'ai été embauchée par la DRDJS à l'époque, Jeunesse et Sport, en région Occitanie, pour ne pas la citer, pour aller faire de la prévention, violence, harcèlement, sexisme dans les pôles, en fait, et dans les petits clubs. Donc j'ai travaillé à faire des groupes de parole pour prévenir les jeunes athlètes de ce qui était faisable, pas faisable. Bon, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas faisables et qui étaient faites. Donc du coup, j'ai été au pôle espoir du judo. Le judo, parce que moi je ne fais pas de judo. Mon domaine c'est plus l'eau, en fait, au départ. Mais donc j'ai fait un groupe de parole au pôle espoir judo où les jeunes judokas et judokates m'ont montré des photos où il y avait des sévices qui avaient été faits avec des marques. Ils m'ont raconté des histoires hallucinantes. Donc j'ai fait un joli courrier à mon employeur, c'est-à-dire Jeunesse et Sport, Annie, et je leur ai dit voilà ce qui se passe, il faut arrêter une personne qui quand même maltraite ces jeunes. Et on m'a dit non, nous on ne peut rien faire en fait, je vais faire ça toute seule. Donc j'ai porté plainte au niveau du procureur, on a tous été entendus pendant très longtemps. C'est pas passé grand chose au niveau de l'ADR, ils ont fait une petite enquête administrative qui a mené à rien. Et par contre, après, on m'a dit alors, si c'est pour mettre le bazar comme ça, va travailler ailleurs. Sortie des fédés, mon diplôme de psychologue du sport pour ce que j'avais envie de faire de ma vie, c'était fini. Alors, à la différence d'un sportif qui a passé sa vie à essayer d'avoir une médaille dans un sport, moi, mon titre de psychologue, je peux l'exercer ailleurs que dans le sport. Donc, si vous voulez, j'ai perdu ma motivation sur mon objectif de carrière, parce que ça me plaisait, mais j'ai pu continuer à travailler après avoir fait une grosse dépression. Et donc, du coup, un jour, on s'est aperçu avec Patrick qu'on avait fait le même chemin dans le judo, mais par des portes différentes, et qu'on avait rencontré les mêmes personnes. Et du coup, j'ai coécrit un chapitre du livre sur la partie psycho, et je suis engagée dans l'association Artemis, du coup, pour justement accompagner les victimes qui parlent et qui sont forcément sortis de leur fédé. C'est-à-dire que même si on les accepte encore dans leur fédération, il faut qu'elles se déplacent. De toute façon, quand elles sont à Paris, il faut qu'elles aillent à Lyon. Quand elles sont à Lyon, il faut qu'elles aillent à Marseille. Elles ne restent pas dans leur club. Donc moi, mon boulot sur Artemis, c'est de suivre ces victimes, de les accompagner, d'essayer de faire en sorte qu'elles se reconnaissent victimes, elles, avant d'être reconnues par la société, et qu'après elles puissent passer plus vite à une autre étape, c'est-à-dire attaquer l'agresseur, rechercher l'agresseur, etc. Mais qu'elles reprennent une vie, en fait, parce que personne ne les regarde en tant que victime, et tout le monde les regarde comme oui, bon, ça va, si tu voulais pas rester, il fallait pas rester. Un peu comme les femmes battues. Oui. Et il y a des victimes qui ont été victimes pendant des années de maltraitance dans le sport, mais en même temps, elles voulaient une médaille, donc elles sont restées. Donc en même temps, on leur dit, fallait pas rester. Donc moi, mon boulot, c'est ça, c'est de les accompagner là-dedans, de les faire travailler sur leur culpabilité, pour qu'elles se rendent compte que non, elles sont restées parce que au moment où elles y étaient, elles étaient sous l'emprise, le mot très connu, mais sous l'emprise de leur entraîneur, etc. Donc, dans le bouquin, ce qu'on a essayé d'expliquer, mis à part les faits qu'on a cités, c'est d'expliquer quelle était cette spécificité du sport entre l'entraîneur qui va amener le sportif à son objectif ultime, alors pas toujours la médaille d'or aux Jeux Olympiques, on n'a pas de chance, mais il y en a qui s'en rapprochent quand même. Et en tous les cas, l'entraîneur, enfin, tous les sportifs, vous savez très bien, un entraîneur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de vous amener quelque part. C'est quelqu'un qui vous donne toute votre confiance. Donc à partir de là, vous tombez sur un déviant, vous tombez sur un déviant. Et quand on est entraîneur, une fois qu'on a tout pouvoir, des fois c'est compliqué. Et quand on maltraite des sportifs, des fois les sportifs, quand ils deviennent entraîneurs, ils maltraitent les sportifs. Donc on a toute une génération comme ça. Et c'est difficile parce que c'est comme maintenant ce qui se passe
dans le monde de la Bétarame ou dans la partie scolaire, en fait, c'est des choses qui, moi je vis dedans depuis des années, donc je sais, en fait, pas que ça me choque pas, mais ça fait partie de ma vie, ces faits-là. Alors que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est des choses qui sont impensables, donc c'est compliqué de faire attention. Voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est ça, c'est de rassembler aussi le maximum d'associations. Et surtout, moi, ce que je travaille beaucoup, c'est l'indépendance des gens qui vont travailler sur la prévention et des gens qui vont travailler à faire changer les fédés. Parce qu'à partir du moment où c'est une fédé qui vous nourrit, vous ne pouvez pas combattre contre la personne qui vous donne à manger. Si vous êtes dépendante, c'est très difficile d'aller contre. Vous avez un poste, quand vous arrivez à un poste de cadre dans une fédé, aller contre la fédé, ça veut dire être viré. Donc, des fois, il vaut mieux être indépendant. Donc, ce qu'on essaye de travailler, c'est ça, c'est qu'on travaille ailleurs. Moi, les fédés ne me doivent rien, je leur dois rien, plus rien. Et le but, c'est de pouvoir expliquer aux sportifs, faire comprendre la différence entre l'exigence et la maltraitance. Et peut-être expliquer que la performance, c'est pas forcément tout accepté. Voilà. Après, sur le côté plus psychologique, entraîneur, entraîné, sportif, je vous invite à lire le livre, si ça vous intéresse. Pas un livre qu'on lit pour prendre des vacances, mais un livre qu'on lit pour s'enrichir de ce qui se passe. Voilà. Je pense que j'ai dit de manière assez large, voilà ce qu'on sait. Je tiens quand même à dire. Comme on va le dire plus tard, c'est qu'il y a quand même maintenant beaucoup de fédés qui nous appellent, donc beaucoup de fédés qui essaient de faire des choses avec des gens à l'intérieur qui essaient de s'engager, etc. Donc il y a des choses qui bougent, mais c'est compliqué parce qu'il faut bouger à la fois de l'extérieur et à la fois à l'intérieur des fédés. Et il y a encore des gens qui sont là, bien plantés, et qui mettent des gros freins. Je pense que ça évolue. Je pense que les victimes parlent. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, je m'arrête. Ça fait des années qu'on donne la parole aux femmes. Et franchement, très très bien. Je voudrais simplement dire à tout le monde qu'il faut dire aux hommes aussi. Il faut dire aux hommes qu'il faut qu'ils parlent. Et notamment dans le milieu du sport. Parce que, imaginez-vous, mesdames, le temps qu'on a mis à parler, toutes ces dames, et ce qu'on a vécu quand on est allé à la gendarmerie, qu'on nous a dit tu portais quoi comme tenue, pourquoi tu es resté aussi longtemps. Imaginez les hommes. Et des hommes maltraités dans le sport, des hommes maltraités à Bétarame, des hommes maltraités dans l'éducation nationale, il y en a plein. Et ces gens-là ne parlent toujours pas. Donc, si vous pouvez transmettre cette parole-là, moi ça m'arrangerait, parce que il faut qu'ils vivent aussi. Ces hommes, ils ne sont pas que des agresseurs. Oh, il y en a franchement. Merci à tous deux pour vos témoignages qui sont, je dirais, qui nous ont certainement éclairés, mais aussi qui sont très poignants. Et maintenant, je vais parler d'une autre association. Alors, il a été question d'Artémis. Vous pourrez bien sûr par la suite poser toutes les questions que vous voulez à nos deux conférenciers. Il y a une association qui s'appelle Piste Libre, qui a été récemment créée. Et Franck Picard en est le représentant. Donc je vais lui demander de présenter cette association, de nous dire pourquoi ce titre. Franck. Bonjour à tous et toutes. Oui, je vais essayer de faire un petit peu la genèse de cet assaut qui s'appelle Piste Libre. D'abord, c'est une prise de conscience personnelle, évidemment, à propos d'une skieuse qui est une très très bonne amie qui s'appelle Claudine Emonet. Et elle a osé, il y a pas loin d'une dizaine d'années, elle a osé parler, elle a osé dire qu'elle subissait des violences au sein de la fédération. Elle était à un très très haut niveau, au niveau Coupe du Monde féminine.
Et puis, comme on a pratiquement le même âge, je la voyais pas tous les jours, mais je la voyais. Et je n'ai jamais décelé la moindre inquiétude dans ses yeux, la moindre peur, etc. Et le jour où elle a parlé, je me suis dit, mais comment c'est possible d'être passé à côté de ça Je l'ai côtoyé, je l'ai vu, donc voilà. À partir de là, j'ai d'abord écrit un texte que vous retrouverez dans un bouquin. Et c'est surtout, je me suis promis que je lui devais quelque chose. C'est ce qu'a dit Patrick tout à l'heure. Je me sens redevable de plein de choses pour ça. Donc, cette première découverte a été une révélation pour moi. Ensuite, savoir comment agir. Je ne suis pas militant dans l'âme, c'est très difficile. Je suis une toute petite voix. Et déjà, simplement d'avoir écrit ces mots pour la défendre, ou en tout cas pour comprendre ce qu'elle avait vécu, ça m'a valu d'être mis à l'écart. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'étais pas employé par la fédération, mais je m'en suis pas rapproché à cause de ça. Et donc, des années ont passé, et puis il y a une deuxième personne qui est ultra importante dans cette histoire d'association, qui est une journaliste qui s'appelle Patricia Audit, qui a révélé, par l'intermédiaire de témoignages et de recueillement de plaintes, de l'affaire Chenal, qui a secoué le monde du ski, parce que agression sexuelle, harcèlement sur des mineurs, sur énormément de filles. Là aussi, ça méritait autre chose. C'est un sport, c'est un moment d'évasion, c'est un moment de rêve, voilà, c'est un objectif de vie. Et à cause de personnes comme ça, beaucoup de rêves se sont envolés pour ces jeunes filles, ces jeunes garçons, je ne sais pas. Patricia a donc révélé cette affaire au sein dans les journaux, et ça aboutit à des dépôts de plainte, à pas mal de choses, mais finalement pas de sanctions, très peu de réactions, notamment de la fédération. Et donc ça a déclenché d'abord une réaction chez moi, mais aussi chez pas mal d'autres skieurs, notamment Jean-Luc Crétier, qui est un autre champion olympique, Marion Roland, qui est une très très grande championne des années 2000. Karen Allais, qui est la fille d'Émile Allais, fondateur de l'ESF. Adrien Duvillard, un ancien aussi skieur de mon époque. Mais c'est une association qui s'est formée autour d'autres personnes, pas uniquement des skieurs et des skieuses. C'est aussi Daniel Bruyant, qui est un personnage un peu clé dans cette association, même s'il l'a quitté ensuite. C'est quelqu'un qui est qui a les nerfs à fleur de peau quand on lui parle de harcèlement, et donc il a été extrêmement précieux pour fonder cette association. Et puis je vais parler aussi de Gilles Chapaz, qui est un très très grand journaliste qui connaît extrêmement bien le monde du ski. Et donc tout ce petit monde a essayé de formuler une association capable de recueillir, en tout cas dans un premier temps, les plaintes, parce qu'il y en a énormément. On parlait de 500 heures d'écoute. L'association, alors je ne connais pas les chiffres, parce que à cause de quelques petits problèmes de santé, j'ai dû m'en éloigner quelque temps. Mais en tout cas, l'association recueille elle aussi énormément d'heures d'écoute, de plaintes de jeunes filles, et on essaye de les amener d'abord à se reconstruire et ensuite à porter cette parole. On essaye de la maintenir vivante et afin de les réhabiliter, mais surtout de faire évoluer les mentalités. Cette association, elle se veut une structure pour donc recevoir les plaintes, mais surtout pour agir. Parce que, on le sait, les fédérations, il y a beaucoup d'inertie, il y a beaucoup de volonté de ne pas faire de vagues pour éviter de faire peur. Et donc, il faut une association de ce type-là pour faire bouger les choses. Donc, Piste Libre est né comme ça. Alors, Piste Libre... c'est le mot que l'on entend
lorsqu'on est au départ. C'est-à-dire qu'on vous dit piste libre. Ça veut dire que, voilà, vous avez votre parcours, il est devant vous, vous avez la piste libre. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, vous y allez, vous faites votre sport. Et donc c'était vraiment dans ce sens qu'on a pris ce mot piste libre. C'est ce qu'on entend au départ. Et c'est ce que devraient entendre du plus profond d'eux tous ceux qui sont au départ, tous les jeunes skieurs, toutes les jeunes skieuses, pour qu'elles aient la capacité de s'exprimer au travers d'un sport qui est absolument génial. Donc ça s'appelle Piste Libre. Et donc cette association, elle est là pour agir, bien sûr, pour recueillir les expériences, les mauvaises expériences de tous ces jeunes qui ont été vraiment traumatisés. On parle de Betaram, c'est tout à fait comparable avec ce qui se passe dans le sport. Une violence est la même. Et donc on essaie d'agir aussi en amont avec cette association, en allant recueillir les expériences qui sont faites dans d'autres sports, qui sont faites dans d'autres pays, notamment au Canada, où ils sont extrêmement pertinents sur la formation des entraîneurs, sur ce qui se fait, sur ce qui se fait pas, sur comment est-ce qu'on peut agir et réagir par rapport à ces prédateurs, parce qu'il y en a qui sont de ce gabarit-là, mais aussi des violences singulières, des violences toutes simples qu'on n'imagine pas, qui pour nous, en tout cas pour moi, garçon, ne m'ont jamais effrayé, pourtant qui devraient. Donc c'est une remise en cause qui est assez profonde. Et malheureusement, la fédération, ou les fédérations, parce qu'on ne peut pas dire que la Fédération française de ski soit une exception, elles ne veulent pas de vagues, elles ont peur de faire peur aux jeunes qui voudraient se lancer dans ces sports. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que, comme il y a beaucoup de violence, il y a moins de résultats, parce que les jeunes font demi-tour avant même de rentrer dans des équipes, ou en tout cas dans des processus de gagne. Et donc on ne les retrouve pas ensuite au haut niveau, et donc la fédération n'a plus de résultats. Et c'est ce qui se passe un petit peu malheureusement pour la Fédération française de ski, notamment pour les femmes, où il n'y a plus de résultats depuis la grande époque Kili et les années 70. Je vais éviter de partir un peu trop loin, juste pour vous dire qu'à ces époques-là, dans les années 68, etc., il y avait une vraie osmose entre l'entraîneur et les skieurs et les skieuses. Ils s'entraînaient ensemble, ils vivaient ensemble, et il y avait, je pense, un meilleur respect. Et il y a des films qui sont sortis là-dessus, notamment les deux grandes époques du ski français. Il y avait une vraie émulation à s'épanouir dans ce sport sans frein, et notamment pas ni de la fédération ni des entraîneurs. Donc retrouver cette joie, retrouver cet émerveillement à faire son sport, c'est aussi le but de notre association Piste Libre. Voilà, on pourra échanger. Alors je sais pas, normalement il y avait Agnès. On se connaît pas. Je sais que tu fais partie de l'association. Si tu veux rajouter quelque chose, j'en suis preneur, parce que Agnès, qui est présente ici, est présente au sein de l'association Piste Libre, et elle est autrement plus active que moi dans l'association depuis quelque temps. Donc, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Je ne sais pas si tu as le... Pour l'instant, je ne suis pas très active. Oui. Mais j'ai pu recevoir, accueillir et accompagner notamment une femme qui avait fait un témoignage. Évidemment, je fais des écoutes en bénévole, bien sûr pour l'association. Là, c'est un peu aux prémices, au niveau de l'association quand même, ça on essaie comme ça de se structurer. Moi, je suis un petit peu annexe, mais quand même, il y a la question de... Donc après les versants sombres, comme j'ai eu comme j'ai désiré l'appeler, les versants sombres du sport de compétition,
Nous allons voir maintenant, donc après la dénonciation nécessaire de tous ces mots. Oui, oui, mais je l'introduis. Voilà. Via la réparation qui est tout aussi importante. Donc pour Piste Libre et ensuite dans la seconde partie du livre pour le judo. Agnès. Oui, j'ai franchement pas grand-chose à dire. Voilà, je pense que, en tout cas, il y a l'accueil, l'accompagnement de la personne au niveau des plaintes, et pour aussi qu'elle puisse s'autoriser à porter plainte. Il y a aussi effectivement un avocat qui intervient, peu comme moi, en annexe, mais qui est greffé à l'association, et pour donner la possibilité, en tout cas, aux victimes hein, de pouvoir s'adresser à la justice, qui me semble très important dans le cas notamment de harcèlement, évidemment de violence, mais tout ce qui relève de la perversion, en fait, hein. La manipulation, dont vous avez d'ailleurs bien parlé en général, là encore aux inversions. Hein. Le coupable, c'est pas moi, c'est toi. De le faire porter et de traîner ça effectivement énormément. Aussi, ma fonction fait partie aussi des autres fonctions des autres, sur l'information. Par exemple, informer le CPTS, donc en fait les médecins de la vallée, de l'existence de pistes libres, par exemple. La question aussi qui se pose d'être dans la formation des entraîneurs éventuellement, mais ça, en dehors de la fédération, enfin, ce sont des questions que nous posons, d'intervenir aussi dans les sports-études, éventuellement, sous forme d'audit, qui soit donc extérieur à la fédération. Voilà, et d'informer, faire circuler l'information, les informations, faire connaître, trouver une sorte de vigie, où finalement on est un peu vigilant à ce qui se passe, on informe, voilà, fait circuler l'information, globalement. Mais moi, ma fonction évidemment première, c'est d'accueillir les témoignages, d'être à l'écoute. Voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Et donc, je vais repasser le micro aux judokas qui vont également vous parler de cet ouvrage, puisque dans la première partie, vous avez une partie avec beaucoup d'exemples sur toutes ces exactions qui sont commises. Et dans la seconde partie, il y a une partie qu'on pourrait appeler réparatrice. Alors, je vais vous parler de la partie réparatrice, puisque la partie judokate, toujours pour moi, la partie réparatrice, elle est un peu compliquée et les victimes n'arrivent pas, d'une part, à rentrer dans l'état de victime, qui va être un état à un instant donné. Parce qu'il y a des fois, ça va durer très très longtemps, la maltraitance et la violence, sans distinguer quel type de violence. Elle va durer des années, en fait. Donc, la première fois qu'on accepte cette maltraitance, on lui donne une raison. Et ensuite, on va continuer à l'accepter comme si c'était quelque chose de normal dans notre activité. C'est-à-dire que c'est parce que je me laisse faire que je vais arriver à mon objectif. Donc là, on rentre dans un système psychologique assez compliqué. C'est-à-dire que j'ai presque accepté ou consenti à ce que je vis pour arriver à mon objectif. Ou on m'a fait croire que j'avais consenti pour arriver à mon objectif. Même sur des... alors je ne prononcerai pas son nom parce qu'à chaque fois je mets Catherine Moyenbeck, qui a subi des violences sexuelles pendant des années, ou de Mongeau, une tennisman qui a déclaré ses violences il y a des années en fait. Elle est passée dans tous les crêpes, etc. Elle a subi pendant des années, ça faisait presque partie de son entraînement en fait. Donc, toutes ces victimes, il faut les amener à comprendre ce qu'elles ont vécu, comprendre dans quel état elles ont été, et surtout
les aider à sortir de cet état. On n'est pas victime à vie, on est victime à un moment donné. Une fois que l'événement est fini, on n'est plus victime. On sort de cet état et après, on va revendiquer, on va aller chercher le coupable du moment où j'ai été victime. Et c'est très très compliqué, c'est pour ça que souvent on voit des victimes qui vont être victimes à répétition, parce qu'elles sont toujours dans cet état de fragilité où ce qu'elles ont subi, ça devient la normalité, du normal, donc elles resubissent la même chose. Dans le sport, c'est très répétitif, et comme dans tous les milieux, un prédateur est un prédateur, il voit pas forcément les gens qu'il peut agresser, mais par contre, il lance des perches. Et quand ça fonctionne, il attrape. Dans le bouquin, on a un prédateur préféré que nous avons nommé Monsieur X, qui est donc le prédateur par excellence, qui existe. Hein. On ne l'a pas inventé, Monsieur X. Hein. C'est une vraie personne. Et il a fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'il a lancé des perches. Il y a des athlètes, des judokas notamment, avec qui ça n'a pas marché. Donc il est allé à la confrontation et il y en a qui se sont retrouvés à l'hôpital, donc ils ont quitté le judo. Et des judokas et des judokates qui sont rentrés dans cette espèce de domination qu'il avait et qui ont fonctionné comme ça pendant des années et qui sont ensuite devenus des entraîneurs. Des entraîneurs qui sont des mini Monsieur X. Et des entraîneurs qui aujourd'hui ont des plaintes au pénal. Donc ce qu'on cherche à faire dans la réparation des victimes, c'est arriver à leur faire prendre conscience qu'elles ont été victimes, qu'elles l'ont vu, qu'elles l'ont senti, mais qu'elles l'ont accepté à un moment donné pour X raisons. Et aujourd'hui, il faut qu'elles en sortent sans culpabilité et qu'ensuite elles attaquent au niveau pénal, au niveau administratif, mais que ça ne soit pas la finalité. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cet état de victime avant d'attendre que l'agresseur soit reconnu, parce que dans le monde du sport, on n'en est pas encore là. Monsieur X n'a été reconnu coupable de rien. Et pourtant, Monsieur X en a fait. Ouais, le milieu du sport, c'est compliqué parce que des affaires au pénal, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, des affaires qui méritent le pénal, il y en a beaucoup. L'accompagnement des victimes, c'est long. Et c'est surtout des personnes qui ont une carrière sportive qui est terminée. Il y a très peu de personnes qui osent aller déposer des plaintes et qui ont encore une carrière de sportive prévue. Elles vont changer de club, elles vont repartir dans un petit club où ils vont repartir. Ce que je voudrais dire aussi, si vous avez les moyens de faire circuler cette parole et que vous rencontrez des victimes, c'est que il faut vraiment appeler une association avant d'aller porter plainte, parce que c'est compliqué le milieu du sport, même pour les autorités judiciaires. Ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas que ils se sont laissés faire, ils comprennent pas que tout ça. Donc il ne faut pas aller porter plainte sans avocat. Les victimes du sport, quand elles vont porter plainte sans avocat, elles se font détruire en fait. Donc, notre but, et je pense le but de toutes les associations, c'est d'être là. Alors, on n'a pas forcément un avocat à leur proposer, mais il y a France Victime, par exemple, qui est au niveau national, il y a toujours des avocats qui donnent ça. Si on regroupe un peu les associations et qu'on cherche, on trouve toujours une association qui peut nous aider. Bon, il y en a, il ne faut pas les appeler. Non, il y en a, il faut les appeler. Les associations qui font de la prévention que pour l'argent, il ne faut pas les appeler. Et que vous les citerez, moi ça ne me dérange pas. Il ne faut pas les appeler. Mais il y a des associations où vous voyez que c'est profond, et pour aider les victimes, c'est ça. Appeler les associations, travailler avec les associations, et on avance comme ça tous ensemble, avec chacun nos compétences. Moi, je n'ai pas de compétences purement juridiques. Certains n'ont pas ma compétence d'accompagnement des victimes. Mais si on s'y met tous, en fait, on va pouvoir porter ces victimes et surtout arriver à faire de la prévention qui tient la route. Une prévention qui arrive avant les faits. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on court, et on arrive toujours, une fois que le fait est établi. Alors oui, on accompagne les victimes, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais la prévention, on a encore du mal à faire. Donc du coup, ce qui est important, voilà, c'est qu'on arrive tous à se réunir pour
prévenir sans faire peur. Hein. Je vais juste expliquer, voilà jusqu'où tu dois aller, voilà jusqu'où on peut t'emmener, attention, là, il ne faudra pas y aller, même si tu crois, même si tu veux. Non. Voilà. Après, je pourrais répondre à toutes ces questions et des noms d'associations. Mais je pense qu'il y a vraiment la démarche qui est faite au niveau des relations entre les associations, des personnes qui veulent vraiment s'investir parce que, alors, pour certains, alors, pas Patrick parce que tant qu'il baigne dedans, mais pour certains, comme M. Picard, c'est des choses, en fait, ça vous pète à la gueule. En fait. Vous étiez dans un monde où vous avez un sport magique, vous avez vécu le bonheur extrême des sportifs, où vous avez des sensations que, sincèrement, moi, en tant que psychologue, je n'ai pas. Hein. Moi, l'éclate, en tant que psychologue, je n'ai pas, mais vous avez les sportifs, je dis vous, les sportifs, ils ont ce truc-là, le truc qu'ils ressentent quand la piste est libre et qui démarre. Donc, vous gardez ça longtemps, et puis un jour, il y a un truc qui vous pète à la gueule parce que voilà, votre ami, votre collègue, celle que vous avez serrée dans vos bras, ben, vous la voyez et elle porte tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui va pas gâcher votre histoire sportive, mais ça va bien l'entacher. Parce que tout ce que vous allez vous rappeler, vous allez vous le rappeler avec ce prisme en fait. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Et il vous l'a dit, hein, c'est qu'est-ce que j'ai pas vu en fait. Et si vous regardez après, peut-être qu'en revisitant, vous allez voir des détails. Très facile, hein, quand on regarde après. Quand on y, on les voit pas, mais ça gâche. Et ce qu'il faut, c'est que tous ces jeunes-là qui font du sport, alors moi je veux qu'ils aient plein de médailles. J'adore Pédérina. Non. Mais il faut qu'ils aient des médailles, il faut que ces médailles, dans 20 ans, 40 ans, elles n'aient pas un goût amer en fait. Elles n'aient pas un revers comme elles n'aient pas un revers comme celui qu'on a écrit. Alors, avant de donner la parole au public, et j'espère que les questions seront nombreuses parce que nos trois invités sont vraiment désireux de partager avec vous, je voudrais dire que j'avais quelques scrupules à lancer cette table ronde. Je n'ai pas toujours été très suivie parce que c'est vrai qu'elle n'est pas particulièrement littéraire, mais pour moi, je trouve que c'est très important que le salon du livre s'ouvre à des sujets sociétaux, à des sujets, même s'ils sont sensibles, et c'est une évolution que je souhaite donc pour l'avenir. Et donc je suis très heureuse d'avoir pu écouter tous ces témoignages et je vous remercie de votre présence. Alors si vous voulez poser des questions, voilà, parfait. Je vais donner le micro. Merci à tous, bonjour. Bravo pour votre courage à avoir maintenu cette table ronde. Parce que je pense qu'au-delà de préserver la montagne, la nature, c'est aussi très important de préserver la dignité humaine. Alors j'aurais deux questions, peut-être l'une pour Franck. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'un état de coopération entre un entraîneur et son sportif à un état d'humiliation? De passer de l'émulation à l'humiliation et passer de la coopération à la domination. Ça serait ma première question. Et la seconde question, peut-être plutôt pour Karine et Patrick, vous nommez du coup les victimes, vous avez cité là deux personnes, et vous ne nommez pas l'agresseur, vous l'appelez Monsieur X. Pourquoi? Est-ce que ça ne serait pas déjà une forme de condamnation que de nommer ce Monsieur X? Merci. Je commence. J'ai le micro, j'en profite. La relation entre un entraîneur et le sportif ou la sportive, c'est une relation de confiance au départ, et puis ensuite c'est une relation de performance. Donc on avance dans notre intérieur pour aller jusqu'à là. Et on ne nous le dit pas, mais il y a
36 façons d'y arriver. Et malheureusement, dans ces façons, il y a parfois la domination, il y a parfois l'humiliation. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. On dit, bah, pourquoi ça ne marcherait pas et pourquoi est-ce que je ne peux pas accepter ça pour aller jusqu'au sommet? Il y a tellement un amour, un dévouement par rapport à son sport qu'on est capable de passer par là. Donc, ça fait partie, malheureusement, des voies exploitables ou exploitées pour accéder au très haut niveau. Bien sûr, après coup, on se dit que ce n'est pas la bonne voie, mais personne ne nous le dit. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans une formation, qu'il faut rentrer dans une information auprès des jeunes, que ce genre de choses, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. Il y a plein d'autres manières d'y arriver, et notamment des manières tout à fait naturelles et sympas, avec le sourire, avec l'entraînement, avec évidemment le travail, parce que l'entraînement, c'est du travail. Et donc, la case humiliation, la case domination n'est pas obligatoire. J'ai eu la chance, moi, contrairement à Claudine, d'avoir des entraîneurs, mais exceptionnels. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des gens qui m'ont amené au sommet avec une confiance dans ce que je faisais et j'avais confiance dans ce qu'ils faisaient. Les moments où ça a pu déraper, pas mon ego, mais en tout cas le recul que j'ai pu prendre à ce moment-là a fait que je m'en suis sorti. Mais ça aurait pu déraper et j'aurais très bien pu aller dans ce système-là jusqu'au bout. Mais voilà, j'avais une forme de sauvegarde et d'indépendance qui m'ont permis de sortir de ça. J'ai eu la chance aussi d'arriver, enfin c'est drôle de dire ça, mais j'ai eu la chance d'arriver à un moment où le ski français était perdu. C'est-à-dire qu'après Quilly, il y a eu de gros dégâts qui ont été faits par les ministères, par le ministère des Sports et notamment par son ministre des Sports en 1973, où ils ont viré toute l'équipe de France. Enfin, en tout cas, les 5 meilleurs du monde ont été virés. Ils ont viré des champions du monde, ils ont viré des champions olympiques. C'est comme si aujourd'hui on virait de l'équipe de foot, Mbappé et tout le monde. Du jour au lendemain, c'était au mois de décembre 1973, juste la veille de la course du critérium de la première neige, ils ont viré les meilleurs skieurs du monde. Et donc, l'équipe de France s'est retrouvée vide pendant 20 ans. Et j'ai été le premier à revenir champion olympique et à avoir des résultats dans cette équipe de France. Et donc, j'explique ça par le fait que c'est une chance pour moi, puisqu'il n'y avait pas d'exemple, il n'y avait rien devant. Donc, j'étais libre de faire ce que je voulais et ne pas subir les souhaits des entraîneurs. Donc voilà, c'est vraiment la barrière est extrêmement fine dans ce moment-là. Et je vous assure qu'un skieur ou qu'un sportif en général, il est prêt à tout pour aller jusqu'au bout. On a parlé de dopage tout à l'heure, on a parlé de plein de choses. On passe par des étapes psychiques qui sont démentielles et ben, malheureusement, la dépendance des fois arrive et l'humiliation peut provoquer des résultats. Mais, et c'est là qu'il faut s'arrêter, c'est-à-dire que ça fait partie de la formation de l'entraîneur de ne pas franchir ce cap. Et c'est pas aux jeunes gamins qui vont débuter avec des étoiles plein les yeux qu'il faut commencer à leur mettre des barrières. C'est vraiment à l'entraîneur, c'est côté entraîneur qu'il faut apprendre à se maîtriser. Voilà. Merci. Juste un mot dans la continuité de ce que vient de dire Franck. Je partage complètement la vision de cette évolution nécessaire. On pourrait même parler d'un changement de paradigme. Je pense que dans beaucoup de sports, jusqu'à la fin des années 90, en fait, on a défini la performance, les facteurs de la performance, en maximisant toute la dimension physique, technique et physique. Les sciences humaines, le domaine de la psychologie sportive était complètement confidentiel parce que
un sportif de haut niveau qui exprimait des difficultés de concentration ou de gestion des émotions en entraînement ou en compétition, avait immédiatement une étiquette d'inapte, de faible mentalement, donc rayé des listes. D'autre part, la plupart des entraîneurs n'étaient pas du tout formés dans ce champ-là. Et du coup, je pense qu'on a pris 20 bonnes années de retard sur toutes les théories cognitives comportementales et la préparation mentale qui aujourd'hui est bien plus présente dans la plupart des disciplines sportives. Donc il ne faut pas oublier non plus que les structures du sport au départ, c'est quand même en s'appuyant beaucoup sur les structures du sport militaire. Le fort d'Antibes, le bataillon Joinville, l'INSEP, etc. D'ailleurs, le premier secrétaire d'État au sport, je pense, Maurice Herzog, je pense qu'en fait, voilà, on a construit des structures en s'inspirant de ce monde-là, ce qui était bien au début, ça a permis sans doute de s'organiser rapidement, mais après, il y avait beaucoup d'autres expériences et de connaissances, bien sûr, qu'on n'avait pas. Donc aujourd'hui, oui, il y a véritablement, au niveau des croyances et des représentations de beaucoup d'entraîneurs, une grande difficulté. Alors ça peut être dans des proportions très très différentes d'un sport à l'autre, bien sûr, mais arriver à sortir des idées reçues du style no pain, no gain, c'est compliqué. Il y a des fédérations qui sont déjà plus engagées que d'autres. Il y a des fédérations qui regardent ce qui se passe à l'étranger. Franck a parlé du Canada, on peut parler aussi de la Grande-Bretagne, certains pays comme Suède, Norvège, l'Australie, même aux Pays-Bas, en Allemagne, je pense qu'ils ont pris pas mal d'avance sur ce terrain-là, parce que en fait, ils ont redéfini les modèles de performance. Les pratiques, on a beaucoup entendu, c'est presque des caricaturales d'entraîneurs qui disaient tu fais ce que je te dis de faire, tu réfléchis pas, tu t'écoutes pas, c'est moi qui te guide, j'appuie sur un bouton, tu fais. On a tous vu ça pendant des décennies. Et aujourd'hui, les gens qui analysent la performance sont totalement à l'opposé de ça. En fait, dans le temps de l'action, c'est les stratégies de prise de décision qui comptent, c'est-à-dire la manière dont l'individu perçoit à l'instant où ça se passe toutes sortes de signaux très complexes, il les trie, il sélectionne parmi des millions d'informations la bonne réponse, et que ce soit, je pense, dans une descente de ski ou une demi-finale de combat de judo aux Jeux Olympiques, c'est cet instant-là qui va faire qu'on gagne le point ou qu'on le perd, qu'on gagne le match ou qu'on le perd. Donc comment on prépare, quel environnement on crée, et comment on prépare les athlètes à être capables, en toute autonomie, de développer ces stratégies quasi-intuitives de prise de décision dans l'action. À mon avis, certainement pas avec le logiciel du passé qui consistait à leur donner des ordres en permanence et à répondre à toutes les questions qu'ils n'avaient pas posées. Donc là, vous voyez, on est vraiment... C'est marrant parce que Marie-Christine en parlait, on est presque sur de la littérature. Hein, on est sur les fondements même de la pédagogie et même peut-être de la philosophie socratique. À force de trop vouloir enseigner, je finis par empêcher d'apprendre. Voilà. Donc là, on a vraiment besoin de revisiter complètement nos modèles, nos représentations. Pour répondre à la deuxième question, qui pour moi est complètement en lien avec celle-ci, hein, d'ailleurs. Alors d'abord, nous, on évite systématiquement de prononcer les noms des victimes comme des agresseurs présumés. C'est une règle. Sauf quand ça a déjà été publié. Ce qui désormais arrive souvent quand même, hein, parce que les médias font un travail considérable. Il y a vraiment un focus et des projecteurs en permanence braqués sur le monde du sport. Ce qui est plutôt une bonne chose pour nous à l'heure actuelle. Alors par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que, Franck l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de freins et d'inertie. C'est-à-dire que des gens et des institutions qui devraient être nos premiers alliés, là pour le coup je veux bien les citer, les fédérations par exemple, le mouvement olympique dans son entier, parfois le comité olympique, le sont pas toujours. Et donc pourquoi cette situation? C'est très simple à comprendre, parce qu'il y a de gros intérêts.
En fait, si vous voulez, le sport amateur, ça n'existe plus quand on parle de préparation des Jeux Olympiques, ou même comme en plus beaucoup de gens fantasment sur des réussites et des possibilités de retour sur investissement très très tôt, dès les catégories jeunes, hein, pré-cadet, cadet, donc 13-14 ans, dès que ça commence, dès qu'on quitte le club pour aller vers des structures d'entraînement et des organisations systématiques de l'entraînement, il y a tout de suite une espèce de fantasme là que se jouent des choses très 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 importantes en termes de carrière, d'argent, de notoriété, de tout ce que vous voulez. Ben, ça se vérifie. Et aussi, ce que vous savez mieux que moi dans le monde du ski, je pense, c'est que la haute performance est entourée de toute une industrie. Donc il y a les équipementiers, il y a les annonceurs, il y a les télévisions, il y a les médias spécialisés. Les médias spécialisés, par exemple, revues de telle discipline, etc., ce sont des journalistes. Donc ils pourraient consacrer aussi plus d'efforts à faire des investigations, comme celle de Patricia Oudit, par exemple. Mais en général, quand on va les voir, ils disent « non, nous, on ne parle pas de ça ». Et puis après, quand vous tournez les pages du magazine, vous vous rendez compte qu'une page sur deux, c'est des annonceurs voilà, qui sont complètement liés avec des intérêts économiques. C'est aussi les fédérations sportives qui donnent les accréditations aux journalistes. Et d'une certaine manière, qui leur laissent un accès favorisé vers les gens importants qu'il faut interviewer. Donc en fait, si vous voulez, c'est un petit monde. Chaque famille sportive est entourée d'un modèle économique. C'est un petit monde où tout le monde se tient par la chemise. Et donc, à partir de là, quand il se passe des choses comme celles que nous avons évoquées, ces gens-là, on le sent très très vite, en priorité, ne veulent pas que les choses soient mises en avant, exposées, médiatisées, parce qu'ils ont tout de suite l'impression, la sensation, et c'est peut-être vrai, que ça pourrait avoir un impact négatif sur leur petit business. Du coup, nous, petite association qui n'avons quasiment pas de moyens. Nous, on est entièrement bénévoles et on ne vit que sur des dons des participants, etc. On se retrouve face à des mastodontes, ne serait-ce que certaines fédérations qui ont, je sais pas, 50, 100 millions d'euros de budget annuel. Vous voyez un peu leur rapport de force quand on va rentrer dans des conflits qui peuvent être judiciarisés, etc. Donc, c'est pas simple de s'exprimer. En tout cas, chaque fois qu'on prend la parole, on doit le faire vraiment de manière très précise et millimétrée, parce qu'on n'est jamais à l'abri, évidemment, d'une attaque en diffamation ou de quelqu'un qui voudrait engager une procédure contre nous, ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise une procédure bâillon. Ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve quelqu'un qui fait un signalement bidon contre vous, simplement, c'est une manière de vous dire réfléchis avant de faire le prochain signalement. C'est ça que ça veut dire. Moi, je vais. Moi, je voudrais juste rajouter. Pour Monsieur X, donc ce qui est écrit dans le bouquin. Alors, si vous faites partie du monde du judo, Monsieur X, facile. Mais on avait quand même un avocat derrière qui nous a fait changer beaucoup de choses pour justement éviter les attaques en diffamation. Ça, c'est une chose. Moi, me faire attaquer en diffamation, ça ne me dérange pas, sauf que je veux garder mon temps, pas mon argent, parce que c'est autre chose, mais je veux garder mon temps à me battre pour les victimes plutôt que à continuer à l'attaquer. Enfin, vous voyez, je veux me défendre contre lui, quoi. Déjà, lui, il m'a fait sortir de tout le monde du sport, donc... et sur ce qu'il y a écrit, là, cette histoire-là, elle est close, pas grand-chose, mais derrière, on a trouvé d'autres choses, on a cherché, on a trouvé d'autres choses, et donc maintenant il y a une autre à faire, et on creuse, on creuse, on creuse. Donc, moi, citer son nom, en fait, pas ça qui me dérange, parce qu'il y a tellement de choses qu'il ne peut pas être innocent. Et pourtant, je suis pour la présomption d'innocence, mais je ne sais pas s'il est condamnable au pénal. En tous les cas, ce qu'il a fait, il l'a fait. Il est coupable de ce qu'il a fait. Il est condamnable, je ne sais pas, mais... Le problème, c'est que si jamais il m'attaque, je vais passer mon temps à me défendre. Et je vais perdre mon temps, quoi. Et puis lui, il m'énerve en plus. Il est grand et fort. Je fais de la natation. Donc, Patrick, il ne veut pas retourner sur le tatami avec lui.
Donc voilà, il y a ça. On a beaucoup travaillé, par exemple, avec des victimes qui avaient parlé sans donner leur nom. Et là, on les a beaucoup accompagnées pour qu'elles donnent leur nom. Donc, il y a une victime, notamment, qu'on a rencontrée, qui avait déjà raconté son histoire, qui dure sur des années, à l'INSEP, ailleurs, hein, qui aujourd'hui a donné son nom, a écrit des articles, donc elle peut se permettre de citer, mais même, elle ne cite pas les noms exacts, parce que sinon, elle ne s'en sort pas, quoi. Donc ouais, ça serait bien qu'on puisse les afficher, mais on pourra les afficher que s'ils sont condamnés. Après, ouais, bon, après, je ne vais pas dans tous les crèches, c'est lui, il n'y a pas de souci. Là, lui et les autres. Mais, si je peux me permettre, toute petite anecdote, quand j'ai été conduit vers la porte de la Dragès, qui s'appelle Dragès maintenant, c'est un monsieur très sympa qui m'a conduit vers la porte. J'ai été convoquée l'année dernière à faire une conférence sur France Victime. Et cette personne était là, il devait faire une conférence avec moi. Donc j'ai dit à France Victime, j'ai dit, écoutez, psychologue, vous en trouvez à d'autres, là, ça va pas bien se passer, puisque on va quand même virer, quoi. Et donc, ils en ont parlé, ils ont dit, il y aura Karine et tout. Ouais, il n'a rien dit. Et c'est lui qui m'a présenté, donc on était dans un amphi, des spots et tout. Et il m'a présenté comme si j'étais la meilleure psychologue du monde, quoi. Un truc de fou, il m'a tapé la bise, enfin. Et 3 mois plus tard, on faisait une conférence tous les deux où il était en public. Derrière, il envoyait des mails incendiaires, comme quoi j'étais une incompétente. Vous voyez, c'est ça. Après, son nom est cité. On a cité son nom au bouquin. Il n'est pas cité, il y a son nom. Il était médecin. Et. Mais pas médecin de conseil. Parce qu'on a dû enlever la particule, on avait marqué. Moi, je l'ai écrit, hein. C'est écrit. En fait, on a été retoqué par ce monsieur parce qu'on avait marqué médecin du sport, un truc comme ça. Et en fait, il nous a dit non, je ne suis pas médecin de la CPM, je suis médecin conseil. Il n'a pas donné de conseil. Donc voilà, de toute façon, quand on connaît l'Occitanie, on connaît ce monsieur. Et je l'embrasse. Alors, je pense qu'il y a une autre conférence qui va prendre la suite. Je voudrais faire juste une petite observation. Tu parlais de littérature. J'avais été frappé, j'ai regardé le reportage sur Sarah Abitbol, et qui est très très intéressant, et où elle dit qu'elle a mis, je ne sais pas bien, je n'ai pas mon nom de souvenir, mais je crois qu'elle dit qu'elle a mis au moins 10 ou 15 ans avant d'employer le mot de viol. Ce que je veux dire par là, comme tu dis, c'est la littérature. À savoir qu'on est fait de littérature. Et en fonction de là d'où on vient, on a plus ou moins la capacité de penser les choses et de penser les situations. Donc elle a mis 15 ans avant de vraiment voir qu'elle avait été violée et de l'intégrer au point de pouvoir le dire, parce que jusque-là, elle ne pouvait pas le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça vient de très loin, ces histoires-là. Et quand vous avez parlé des relations entre entraîneurs, entraînés, moi, ça m'a fait beaucoup penser aux relations entre parents et enfants. Et qu'est-ce qu'on est quand on est enfant? On est avant tout l'enfant de ses parents. Et on est aimé sous condition d'être ce que attendent les parents. Si on déçoit les parents, on a des revers. On est moins bien aimé. Et si on continue, on est le vilain petit canard. À un point tel que des fois on est exclu de la famille, ou on se sent exclu. Donc ce que je veux dire, c'est que ces mécanismes s'originent très très tôt. On a parlé de Bétarame, etc. Et je crois que c'est compliqué. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une victime ne l'est pas par hasard et un prédateur ne l'est pas par hasard. C'est-à-dire que c'est un couple. Et donc, c'est comme dans la perversion narcissique. Vous savez, il n'y a pas de victime sans prédateur et il n'y a pas de prédateur sans victime. C'est un couple. Voilà. Donc, défaire ce couple, c'est aussi, à l'intérieur de nous-mêmes, explorer ce qui a pu se passer dans nos jeunes années, nos enfances, etc. Voilà. Et donc, je pense que des gens comme Franck Picard
je pense que je suis un peu dans cette lignée, on a été suffisamment aimés pour pouvoir dire merde à nos parents, des fois, quand il fallait le dire, ou à nos enseignants, etc. On a su repérer les signaux. D'autres personnes sont plus fragiles et ils vont se soumettre à ces mécanismes de couple parce qu'ils veulent avant tout être aimés et ils ne veulent pas décevoir l'entraîneur. L'emprise, elle vient de ces deux personnes, c'est ce que je veux dire. Et donc c'est bien qu'il y ait toutes ces associations, parce que ça, la plupart des gens pensent qu'ils se sentent victimes. On a tous été victimes quelque part, je vous dis. Hein, mais si vous grattez dans votre enfance, vous allez trouver une raison d'avoir été victime. Parce qu'on est des êtres humains, on souffre. Et donc, au moment où on a souffert, c'est pas juste. Quoi. Voilà, donc, certains l'ont été plus gravement que d'autres. Voilà. Donc, éclaircir les associations, ce que je veux dire, sont un bon intermédiaire entre ces personnes et la justice. Parce que dire porter plainte, c'est toutes les plaintes qui sont en souffrance dans les tribunaux, etc. On est à un stade où la justice est totalement débordée. Voilà. Donc, bravo à ce que vous faites, merci. Juste une toute petite réponse à ce que vous venez de dire, que je partage sur le fond, hein, bien évidemment, et notamment la comparaison avec la relation parent-enfant. Ça n'exonère pas les adultes qui sont dans l'environnement où ça se passe, qui sont témoins des faits et qui ne prennent pas d'initiative, ne signalent pas, etc. Ça c'est vraiment notre bataille au niveau des associations, si vous voulez. Ce qu'on a vu dans l'affaire Liliana, par exemple. La comparaison est aveuglante. On vit ça en permanence. Allô. Et je rebondis aussi pour soulever que ce ne sont pas que des responsabilités individuelles et c'est tout un système qui s'appelle le patriarcat, qui est un gros mot aujourd'hui, mais qu'il faut dénoncer. Moi, j'ai une question très courte. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que les victimes font ça pour l'argent? Alors, pour toutes les victimes, que ce soit dans le milieu du sport ou dans le milieu de ce que vous voulez, nous n'avons pas un système judiciaire américain. Il peut y avoir quelques négociations entre Mbappé et Paulette, peut-être. Mais Paulette, elle n'a pas gagné grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Et les victimes qui négocient, il y en a très peu en France, parce que la négociation n'est pas une façon juridique d'être. Alors, on vit vraiment pas comme aux États-Unis. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui vont se faire afficher pour gagner 3000 balles. Je pense pas. On aurait un système comme le système américain où on peut aller négocier. Alors, oui, hein, il y a peut-être des Paulettes qui ont reçu 3 francs 6 sous pour que ça passe un peu plus vite, et encore. Mais c'est vraiment 3 francs 6 sous, donc je pense que toutes celles qui déposent des plaintes, elles souffrent déjà assez pour aller jusque-là. Je ne sais pas si elles vont gagner des sous avec Patrick Bruel, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas s'il va payer beaucoup en termes d'argent. Hein. C'est Patrick. Mais non, mais vous voyez, on peut dire que oui, ça fait beaucoup de gens qui aujourd'hui disent moi aussi, moi aussi, moi aussi. Sauf que oui, elles aussi. Et elles vont gagner quoi à la fin? Je suis pas sûre. Enfin, mais aux États-Unis, ouais, voilà, par contre. Mais en France, elles vont tellement. Et puis ça va s'étouffer. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça va retomber comme un soufflé. Enfin, les gens Bétaram n'ont strictement rien gagné, quoi. On ne sait même pas où s'en est Bétaram aujourd'hui, à part ceux qui suivent l'affaire. C'est fini, hein, c'est éteint. Dans les médias. Voilà. Maintenant, ouais, voilà. C'est les feux, les Canadiens, mais on a éteint Bétaram. Donc voilà, ça va. Elles vont pas. Dès qu'elles seront plus à l'affiche, c'est terminé. Juliette Binoche, elle a gagné quoi? Elle ne gagne rien. Donc je pense pas qu'il y en ait. Il y en a peut-être qui essaient. En tout cas, nous, on peut témoigner que sur la quantité de gens qu'on a au dictionnaire, ça nous est pas arrivé.
vous retrouverez donc 3 conférenciers dans la salle. Ah, il est pas. Le bouton. Vous retrouverez nos 3 conférenciers qui signeront et vous dédicaceront leur livre dans la salle du Parvis des Filles. Mais je voudrais rajouter quelque chose qui me paraît important, c'est que si vous avez envie de réécouter cette table ronde que j'ai trouvée vraiment très très intéressante et très importante, vous pouvez le faire sur le site du Salon du Livre, mais aussi sur Facebook. Voilà. Merci à vous, merci de votre présence et merci à vous.